et bienvenue dans cette deuxième partie de la formation qui concerne la rédaction d'un email marketing efficace et convaincant. Et on va commencer par la hiérarchie de l'information de notre email. Donc, vous avez rédigé votre brief de campagne. Il est maintenant temps de passer à la conception de votre message. Bien souvent, la conception des emails n'est pas réalisée par un spécialiste en la matière. Pourtant, un email n'est pas une page web, tout comme ce n'est pas une affiche ou une lettre papier. Comme tout canal, l'email a ses codes qui sont liés à la manière dont les destinataires consomment les messages. Pensez à votre propre usage de l'email. Il y a deux scénarios principaux, soit vous avez reçu une notification, soit sur votre smartphone ou votre ordinateur, suite à l'arrivée d'un nouveau message. Et si celui-ci vous semble intéressant, vous prolongez pour ouvrir. Dans ce cas, c'est surtout l'expéditeur du message qui vous dira si celui-ci est digne d'attention et le niveau d'urgence. L'autre scénario, qui nous intéresse particulièrement lorsqu'on parle d'email marketing, c'est ce moment où vous parcourez votre boîte email afin de vérifier si vous n'êtes pas passé à côté d'un message intéressant. Dans ce cas, c'est le duo nom d'expéditeur et objet qui va vous inciter à ouvrir, ignorer ou supprimer un message. Et dans ce cadre, les messages commerciaux, marketing aussi, bénéficient de très peu d'attention. C'est pourquoi il est déterminant de hiérarchiser l'information. Qu'est-ce qui va déclencher l'ouverture? Et qu'est-ce qui va susciter l'intérêt? Qu'est-ce qui va aussi déclencher le clic? Première technique, on va avoir recours au zoning. Alors, le zoning fait partie intégrante de votre brief. C'est un document qui reprend schématiquement les différentes parties de votre email avec leur contenu afin de servir de guide aux designers. Et voici sur cette image un exemple dans le secteur d'immobilier. Alors, dans cet exemple, la rédaction est posée. Les différents éléments sont organisés et bien hiérarchisés. Par contre, attention, il s'agit bien d'un outil de travail que le designer pourra se permettre de bousculer. Une fois que le designer aura fait sa part du travail, peut-être qu'il devra d'ailleurs y avoir quelques ajustements au niveau de la rédaction. Deuxième point, veillez au nom de l'expéditeur et au pré-header. Le nom de l'expéditeur est un élément décisif concernant la prise de décision de votre email. Il doit donc être stable, c'est-à-dire ne pas changer tout le temps et être identifiable au moins ou en moins de 30 caractères. L'autre élément de l'ouverture, on parlera de l'objet un peu plus loin, c'est ce que l'on appelle le pré-header, l'élément qui sera placé avant même l'entête du message. Et sur cette image, on a l'exemple où le pré-header est des recettes pour vous soutenir en cuisine, par exemple. Et donc, depuis plusieurs années, la première ligne d'un email est affichée en complément de l'objet dans la liste des emails au sein de nombreuses messageries, comme ici dans Gmail, par exemple. Ça, c'est un extrait d'une boîte de messagerie. C'est donc un élément qui va renforcer la conviction du destinataire sur le fait qu'il veut ouvrir cet email. Ou non, bien sûr.
Alors, dans le pridaire, on verra à mettre des éléments qui viennent en renfort de l'objet et surtout pas en faisant un copier-coller de celui-ci. Alors, troisième point, rédiger un objet percutant. Donc, si le nom de l'expéditeur est important, on s'interdira d'être original avec ce dernier. C'est donc sur l'objet que se portera toute votre attention si vous voulez obtenir des taux d'ouverture dignes de ce nom. L'objet est l'un des éléments les plus importants de la performance de votre email. Prenez le temps de le travailler. L'objet ne devrait pas être écrit à la va-vite. Au moment d'envoyer la campagne, par exemple, pensez à lui dès l'étape du brief, même s'il est probable que vous en changerez au cours du processus créatif. Ici, je vous présente quelques conseils pour que ça marche avec vous. La première chose, soyez concis, mais pas trop. Un objet court est plus facilement retenu qu'un objet long, mais un objet trop court quand même est dénué de sens. On tentera de le rédiger donc entre 6 et 10 mots pour 50 caractères en moyenne. Pour déclencher l'ouverture de l'email, tentez toujours de mettre les mots qui ont le plus de sens en premier. Ce sont eux qui permettront au destinataire de prendre une décision. Deuxième astuce, susciter la curiosité du lecteur. Alors, intéresser le lecteur, faire appel à sa curiosité améliore la créativité de votre cible, ou plutôt la réactivité de votre cible. Mettez-vous à la place du lecteur et soyez créatif. Donc, pensez à présenter des bénéfices plutôt que des caractéristiques. Faites appel aux émotions dans ce cas. Alors, dans certains cas, les chiffres en tout début d'objet fonctionnent bien. Par exemple, écrire 10 recettes pour être top. Ou encore 5 raisons de participer à l'EMD. Ou bien top 3 des articles les plus lus. Et finalement, sous forme de pourcentage, moins 20% sur nos abonnements. Donc, surprenez vos contacts et n'abusez jamais de vos anciens objets. La réutilisation du même objet et les mêmes cibles diminuent vos performances. Vous ne pourrez pas réutiliser un ancien objet et continuer à susciter l'intérêt. Et puis, troisièmement, n'oubliez jamais ces 3 règles de base. La première règle dit: choisissez des verbes et des mots forts. Sans verbe, il n'y a pas d'action. La deuxième règle, ne mentionnez pas le nom de l'expéditeur dans l'objet. C'est une perte d'espace qui est ici très précieux. Troisième règle à ne pas oublier, pour être créatif, soyez prolifique. L'écriture d'objets est un exercice de rapidité. On en écrit le plus possible à la suite pour libérer un peu de créativité. Et ensuite, il faut faire un tri. Le quatrième point, travaillez votre call to action. Alors, l'appel à l'action, c'est le bouton, celui qui fait cliquer. Objectif ultime de votre email. Tout comme pour l'objet, qui dit action, dit verbe d'action. Mais un verbe ne suffit pas. Il faut que celui-ci soit en lien direct avec l'action que vous voulez faire réaliser au lecteur. Et cette action, ce n'est pas de cliquer. Existe donc les cliquer ici. On évitera aussi les verbes bateaux comme découvrir, lire la suite ou encore en savoir plus. Si on reprend notre compagnie aérienne, on devra repartir sur le lexique de cette activité.
On utilisera des verbes comme voler, réserver, voyager ou dans certains cas, annuler ou échanger. Il est important d'y passer du temps. Avec l'objet, l'appel à l'action est un axe fort pour optimiser les performances de votre ou de vos messages. Cinquième point, allez directement à l'essentiel. Alors, la perfection est atteinte non pas lorsqu'il n'y a plus rien à ajouter, mais lorsqu'il n'y a plus rien à retirer. C'est un proverbe ou une citation d'Antoine de Saint-Exupéry. Euh, donc, cette citation se suffit à elle-même pour ce que j'ai à vous dire ici. Relisez votre texte et notez toutes les répétitions, puis supprimez-les. Relisez votre texte, puis notez tous les adverbes, faire une recherche sur le MENT, par exemple, dans votre éditeur de texte fonctionne très bien. Et puis supprimez tous ceux qui n'ajoutent pas de sens. Alors, dans un email, vous n'avez que quelques secondes pour séduire. Il faut donc que le contenu soit concis, simple, lisible et efficace. Allez à l'essentiel afin que votre lecteur décide s'il va ou non cliquer sur votre appel à l'action. Alors, à la fin de ce chapitre, pour le résumé, on a vu 4 points essentiels. Le premier, c'est que vous devez penser l'organisation de votre email dès la rédaction. Deuxième point à retenir, le temps ou le nom de l'expéditeur est le principal déclencheur d'attention. Troisième point, l'objet est l'élément créatif le plus important de vos emails. Quatrième et comme dernier point, donc il faut aller à l'essentiel. Alors, dans le chapitre suivant, nous aborderons les notions de base du design et de l'ergonomie d'un email. Comment concevoir le design de votre email? Premièrement, adoptez la bonne démarche. Alors, le design email est fait de contraintes et de bonnes pratiques. Vous avez déjà eu l'occasion de visiter quelques blogs sur le sujet. Vous savez qu'on ne peut pas tout faire au niveau de l'intégration HTML pour l'email. On va voir ça dans le chapitre suivant. On est donc parfois obligé de limiter la créativité. D'autre part, il y a une spécificité importante de l'email. Il n'est qu'un canal de passage ou une porte vers le web. Votre but principal quand vous êtes en train de concevoir un email, c'est la plupart du temps de générer un client. L'ergonomie de votre message sera donc totalement orientée vers cet objectif. Alors, pour autant, un bon designer doit pouvoir casser les codes, les dépasser. Vous pourriez donc être tenté de temps à autre d'envoyer valser les règles de l'email. N'hésitez pas, hein, mais par pitié, testez, comparez et objectivez. Alors, adoptez la bonne démarche tout d'abord. Le concept de base de l'email, le design, est le principe de la pyramide inversée. Ce concept, issu du monde du journalisme, postule que les informations les plus importantes dans un article de presse doivent se trouver dans la première partie de celui-ci. Il en va de même dans un email. Vous avez toujours une information principale à transmettre au destinataire de votre message. Et celle-ci doit se trouver tout au haut de votre email. Cette information constitue la base de votre pyramide
et doit prendre toute la largeur du message afin d'être absolument incontournable lors de la lecture de l'email. Comme on peut voir sur cette image par exemple, alors, parallèle entre un exemple d'email et la pyramide de hiérarchisation de l'information. Alors, si vous le notez bien, par exemple, comme information principale, on a l'image ou l'annonce du Black Friday. Donc, l'image prend toute la largeur de l'email. Deuxième exemple, information secondaire. Sur cet exemple, donc, elle est présentée ou l'image est présentée sur 2 colonnes maximum. Troisième information qui est une information tierce, on a jusqu'à 4 colonnes maximum. Et finalement, on a la réassurance. Donc, plus on descend dans le message, moins l'information devient importante. On se permet donc progressivement d'augmenter le nombre de colonnes. Le lecteur peut commencer à se promener dans le message bien comme il veut. Alors enfin, à la fin de l'email, on verra à terminer par une zone commune à l'ensemble de vos messages, en tout cas ceux qui ont la même typologie. Donc, cette zone comprendra, premièrement, des liens vers vos réseaux sociaux, comme votre page Facebook ou votre compte Instagram, des éléments de réassurance, le moyen de contacter votre service client, soit par mail ou majoritairement par numéro de téléphone, soit un accès à l'espace personnel, soit les mentions légales ou encore le lien de désabonnement. Deuxième point de ce chapitre, ayez les bons réflexes. Hiérarchisez l'information tout d'abord. C'était en fait le titre du chapitre précédent, n'est-ce pas? Mais il n'est jamais inutile de répéter certains concepts lorsqu'ils sont absolument indispensables. Alors un email, même sur un ordinateur de bureau, est rarement affiché sur toute la largeur d'un écran. En fonction des solutions de messagerie, on va trouver une arborescence de répertoire dans une première colonne, une liste d'emails dans une deuxième colonne, et puis seulement la zone dédiée à l'affichage de l'email. Et c'est pourquoi on a l'habitude de rester sur 600 pixels de l'argent. Et puis pensez à ce qu'il y a en dehors des limites de votre email. Juste au-dessus, donc nous venons de dire qu'aucun email devait également faire environ 600 pixels de large. Alors, suivant cette recommandation, certains graphistes livrent une création qui fait exactement cette taille. Évidemment, il faut penser au cas où la zone d'affichage sera plus large. Est-ce qu'alors vous allez afficher une couleur de fond autour de l'email? Puis, peut-être y a-t-il une nombre portée. Alors, un premier appel à l'action dans les 300 premiers pixels. Comme nous l'avons vu précédemment, l'objectif numéro un de vos emails est de faire cliquer. Dans ce cadre, il est vivement recommandé de prévoir un bouton dans les 300 premiers pixels de votre message. Celui-ci devrait idéalement être visible dès l'ouverture du message, sans besoin de faire défiler celui-ci à l'écran. Deuxième point, réutilisation. Un design d'email n'est pas un acte unique. Il y a fort à parier que vous en avez déjà conçu d'autres.
et que vous allez continuer à en concevoir. Il est donc important de penser réutilisation. Alors, d'une part, cela va permettre aux destinataires de se retrouver en terrain connu. D'autre part, de vous faciliter le travail en réutilisant certains éléments. L'entête de vos messages, comme le pied, seront évidemment des éléments à réutiliser. Mais vous pouvez aussi penser à standardiser certains blocs de contenu, comme les présentations produits par exemple. Troisième point de ce chapitre, désignez voilà votre CTA. Alors, le Call to Action ou CTA, ou encore appel à l'action en français, est l'un des éléments les plus importants de l'ergonomie de votre message. C'est lui qui incitera au clic et qui donc vous permettra ou non de réaliser vos objectifs. Alors, un bouton est un bouton. Si je vous ai dit que vous pouviez de temps en temps casser les codes, celui-ci devrait le plus possible subsister. Les conventions et l'habitude ont ancré dans nos cerveaux que tout ce qui ressemble à un bouton était cliquable sur un ordinateur ou un smartphone. Et un bouton, c'est le plus souvent rectangulaire, sauf dans un ascenseur, et bien sûr aussi en relief. Alors, sans bouton, on ne sait pas où cliquer, et ce, même si tout est cliquable dans votre message. Alors, deuxième chose, il doit être contrasté. Alors, vos appels à l'action doivent être visibles et se distinguer du reste. Vous utiliserez donc une couleur qui se démarque du reste de votre email. Imaginez que vos emails doivent être lisibles et cliquables par des personnes ayant des déficiences visuelles ou dans des conditions de lisibilité moyenne, genre un écran de smartphone en plein soleil par exemple. Autre chose, il doit être facile à comprendre. Dans le chapitre précédent, on a vu qu'il était important d'utiliser le lexique propre à l'action dans les appels à l'action. Il en va de même dans les aspects graphiques. Alors, sans en abuser, vous pouvez par exemple utiliser des pictogrammes, des flèches et d'autres éléments graphiques afin de renforcer le sens et les mots. Et puis, hiérarchie, CTA principaux puis secondaires. Comme nous l'avons vu avec la pyramide inversée, les éléments les plus importants de votre email seront situés en haut de celui-ci et devront avoir plus d'importance que le reste. Au niveau graphique, bien sûr. Pour les appels à l'action, c'est la même chose. Le CTA ou le Call to Action, situé au niveau des éléments principaux, devra avoir plus d'importance et de visibilité que les autres éléments. Le quatrième point ou la quatrième partie de ce chapitre, donc, vous devez utiliser correctement les gifs animés et les vidéos. Alors, comme nous le verrons dans le chapitre suivant, l'email a beaucoup de limitations techniques si on le compare au web. Pour autant, il ne faut pas forcément se limiter. Le multimédia est possible dans l'email, même s'il est utilisé avec beaucoup de précautions. Premièrement, les vidéos. Alors, dans le web moderne, avec la généralisation des connexions à très haute vitesse, la vidéo s'est démocratisée.
quel que soit le média, sur les réseaux sociaux, dans la publicité. La vidéo est maintenant partout. Dans un email, la vidéo est donc une bonne opportunité d'engager vos lecteurs et de leur donner envie d'interagir avec l'email. Néanmoins, la vidéo dans l'email est encore mal supportée par de nombreux environnements, selon le site Can Email en anglais. La prise en charge de la balise HTML vidéo n'est que de 9%, auquel on peut ajouter 39% de prise en charge partielle, selon en mai 2020. Il faudra donc être très prudent dans son usage et tester le code dans différents environnements. Puis on a les gifs animés comme on peut voir sur notre image. Alors pour le GIF, c'est une autre histoire. Alors, le support est devenu excellent dans l'email. Il n'y a plus que l'application de bureau Outlook sur Windows, dans ses versions entre 2007 et 2013, qui ne soit pas capable de lire le GIF. Et encore, la première image de celui-ci est toujours affichée. Alors, une touche d'humour, une légère animation, de l'arrière-plan, la démo d'une application, la première seconde du vidéo, etc. Et il y a une infinité de possibilités créatives rendues possibles avec du GIF. Mais attention, il est nécessaire de rester dans la subtilité et donc la légèreté. On évitera de mettre des informations indispensables dans la GIF et on évitera qu'il soit trop long ou encore qu'il soit trop lourd à changer ou à charger, pardon. Alors, à la fin de ce deuxième chapitre, donc en résumé, on a vu que vous devez utiliser le principe de la pyramide inversée, puis hiérarchiser l'information. Aussi qu'il ne faut pas dépasser 600 pixels de large, que vous devez penser à ce qu'il y a en dehors des limites de votre email, que vous devez placer un premier appel à l'action en haut de votre email, que vous devez créer de vrais boutons contrastés et faciles à comprendre, qu'il faut différencier vos CTA principaux et secondaires, et finalement, que vous devez penser à utiliser les GIFs et les vidéos lorsque c'est pertinent.